On se retrouve en direct pour la dernière ligne droite, le dernier quart d'heure de l'émission Speed Screen sur le 666. Et donc, on vient d'écouter un morceau d'Hans Zimmer. Et justement, tu disais The Fan de Tony Scott. Ah, le fan. Avec De Niro. Qui veut en fait manager, qui en fait qui harcèle un joueur de baseball qui est Wesley Snipes. T'as vu, il a dit ça. Tout hasard, c'est tombé dessus, n'empêche. Ah bah ouais, tout hasard, coup de bol. Voilà. Et en fait, c'est une sorte de psychopathe. Il devient, en fait, il est marchand de couteaux, quoi. Il est coutelier, et puis mais il a vraiment une passion de Niro. Et en fait, à un moment, vu qu'il en perd de vitesse, je crois, Wesley Snipes, il doit se faire prendre la place par Benicio del Toro, un truc comme ça. Et vu que pour De Niro, Wesley Snipes c'est son idole, c'est le joueur. En fait, il va essayer de provoquer une rencontre et de lui proposer ses services pour le coacher en fait. Puis ensuite, il va péter un plomb, il va kidnapper son fils et tout. Puis bon, je crois que ça se finit. Voilà. C'était pas mal ce film. Et quand tu disais la dernière ligne droite, bah la ligne droite, c'est un film de Régis Varnier sur l'athlétisme, je crois. Qui était sorti en 2012. Ah oui, la ligne, c'est un truc comme ça. Écoute, cette référence m'a échappé. On va continuer tout de suite. Je pense qu'on va conclure par ça avec donc le top 5 2012. Donc notre sélection et choix sur les films. Il y a un ordre. Moi, écoute, on va fait du 5 au premier. Parce que moi en fait je pense que je vais avoir la même réflexion en fait que Jackie, parce qu'en fait moi j'ai pas réussi à mettre parce qu'en fait ils sont dans des registres tellement différents que j'ai eu du mal en fait d'aller classer de 5 à 1. Alors ce que je vous propose, c'est que comme Chloé a fait un classement de 5 à 1, on va commencer par le classement en fait, votre classement en fait de 5 à 1, et puis on fera un ping-pong ensuite avec comment ça s'appelle, Jackie, pour évoquer en fait nos choix à nous, puisqu'il n'y a pas en fait un ordre de préférence. Alors et puis en plus je pense que sur bon nombre de films, on va plus ou moins se rejoindre. Alors, on commence par le 5e, logiquement, puisque c'est par la dernière place. Alors, Chloé, elle a choisi Skyfall comme en position de 5e place pour de... Moi, il est dedans. Donc, moi, il est aussi dedans. Donc, il est dans les 5 premiers, mais ouais. Et moi, en 5e, c'est ça? Ouais. Et en 5e, pour moi, c'est Moonrise Kingdom. D'accord, ok. Voilà. Bon, Skyfall, est-ce qu'il y a besoin de revenir... Et Skyfall est 4e. Donc on l'a tous en commun, quoi. On l'a tous en commun. Bon on peut parler de Moonrise Kingdom puisque c'est 5e, et puis on parlera du 4e en tant que Skyfall, ça sera l'occasion. Alors on a un peu parlé tout à l'heure. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, pour moi voilà, c'est le film le plus réjouissant un des plus réjouissants en tout cas. Enfin, en tout cas, au final dans mon top 5, il y a pas beaucoup de films joyeux. Donc en fait, c'est le seul film joyeux, on va dire, de mon top 5. Non mais c'est vrai, parce que quand on va entendre le 3e et le 2e, ils sont pas joyeux, ni le premier. Au final, Tabou n'est pas très joyeux. Merde. Et je viens de le dire sans le vouloir. C'est pas grave. Ça va faire taper sur les doigts. Voilà. Et donc Donc non, mais Moonrise Kingdom, voilà. Enfin, moi j'adore ce que fait Wes Anderson. Là, je trouve qu'il a atteint quelque chose que j'admire, et j'attends vraiment son prochain film. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai rigolé. J'ai eu beaucoup d'émotions. Et puis Bruce Willis en flic un petit peu vieillot. Ça change un petit peu dans ce qu'on va voir cette année dans Die Hard 5 ou dans. Attends, je l'ai vu ailleurs celui-là. Je l'ai vu dans un autre film, Looper. Et d'ailleurs dont on devait parler un petit peu. Oui, c'est loupé, non? Non, Looper n'est pas du tout loupé en plus de ça. Bon, il est plus en salle, on en parlera pour sortie DVD. Voilà, mais non, Moonrise Kingdom était vraiment une réjouissance de 2012, et là-dessus, il est longtemps resté combien de places? Il est resté 3e dans ma tête à un moment donné, puis après Skyfall a pris sa place, et au final le 5e devait être Dark Knight Rises, et au final il a été poussé par le Tabou. Voilà. D'accord. Donc en 4e, tu disais donc 4e Skyfall. Voilà. Donc pour moi, il fait partie des top 5 de cette année, incontestablement. C'est le James Bond. Oui, on rappelle, James Bond, réalisé par Sam Mendes, et avec comme rôle principal, on va dire, 2 rôles de méchants. Javier Bardem. Et je pense que tout le monde a, parce que même, j'ai même dans mon entourage des gens qui vont pas forcément beaucoup au cinéma, et surtout qui s'intéressent pas au James Bond, qui ont tellement entendu parler en bien, en fait, le film, qu'ils ont été le voir, et bien souvent, l'effet qui arrive quand on parle bien d'un film, surtout si on est poussé par les bonnes critiques et on n'est pas habitué à ce genre de film, on ressort, on est plutôt déçu. Et non, ces gens ont trouvé. Moi, c'est plutôt étonnant parce que j'entends pas une seule mauvaise critique à l'heure actuelle des gens qui l'ont vu. Et je suis quand même étonné. Les gens vraiment ont aimé Skyfall, quoi. Et c'est peut-être pas étonnant qu'il arrive à ce succès-là. On parle pas de film révolutionnaire ou génialissime, mais en tant que parce qu'on. C'était un sacré défi. C'est quand même un blockbuster, parce que moi j'ai mis en fait dans ma rubrique blockbuster dans le genre
genre blockbuster, il a réussi en fait au-delà en fait des espérances en fait son contrat. C'était ça, c'était un bon film entertainment, de divertissement et réussi et intelligent. En plus, intelligent, intéressant et qui touche à un très large public et voilà, c'est pour ça qu'il arrivait je sais plus combien de milliards de recettes. Ah oui, non là il est parmi dans voilà, il a pas non plus dépassé je pense le Dark Knight. Non. Ça va renflouer les caisses de la MGM ça. Bah voilà, ils en avaient besoin. Je pense qu'ils avaient content. Et alors d'ailleurs des petites rumeurs sur Mendes, je pense qu'il avait dit qu'il en ferait qu'un. Il participerait au scénario du prochain mais bon en gros c'est histoire de le garder un peu sous le coude mais lui avait plutôt tendance à dire qu'il en ferait qu'un, qu'il en ferait pas deux. Bah il voulait en fait essayer de contacter Christopher Nolan pour le prochain. Oui, c'est vrai, j'ai entendu parler, mais Christopher Nolan, bon déjà il est un petit peu il produit le prochain Superman. Il est un petit peu, je pense qu'il est un petit peu overbooké. Et puis je sais plus quelle histoire là il doit adapter aussi Nolan. Quatrième dimension, je crois. Ouais, enfin c'est un truc avec les trous noirs et tout ça, de SF. Il est super. Et je pense de Nolan, le prochain projet de Nolan va être particulièrement intéressant et que ça va parfaitement dans ces thématiques. On verra bien. Puisque là c'était pour ta 4e place à toi, je vais quand même donner la 4e place en ce qui concerne Chloé, puisqu'elle avait retenu Les Bêtes du Sud Sauvage. Donc comme quoi on en avait parlé la semaine dernière. Je pense que nous étions. Tu l'avais vu, hein? Moi je l'avais vu. Oui, c'est bien ça. On était plutôt deux, je crois. Ouais, un petit peu. On le met. Moi je le mets pas dans le top 5. Moi je mets pas non plus dans le flop, hein. Mais c'est juste que j'ai pas autant accroché a priori. Déconcerté. Chloé a vraiment accroché. Voilà. J'ai trouvé des qualités en tant que premier film. Mais pour autant, ça m'a pas. Voilà, le film ne m'a pas interpellé. J'ai trouvé en fait des maladresses et des longueurs en fait qui a fait que j'ai décroché. Je vais pas parler pour elle, mais c'est vrai que je pense que ce qu'elle a ressenti, c'est le film pour elle qui lui a fait ressentir des choses et elle en a oublié complètement. Enfin voilà, c'est le film. Elle a fait abstraction de tout ça et voilà, ça m'étonne pas qu'il soit dans son top 5. Alors en numéro 3 pour toi. Numéro 3 pour moi, alors il est ex-aequo avec le deuxième, c'est De Rouillé d'os de Jacques Audiard. D'accord, ok. Voilà, qui pour moi m'a vraiment, je m'en souviens encore quand je suis ressorti, m'a vraiment bouleversé. C'est un film qui m'a bouleversé. C'est pas le meilleur Audiard, je vais pas non plus, voilà, pour moi à mes yeux le meilleur Audiard. Enfin, c'est quand même, ça reste sur mes lèvres que je le mets vraiment au summum. Mais là j'ai été touché partout. En fait, on lui avait reproché pourtant de faire une mise en scène assez enflée, quoi. Il va pas avec la. Non, c'est vrai qu'il a des défauts, mais la fin a des défauts, mais le film est fort en lui-même par rapport à ce qu'il dit, par rapport aux personnages qui sont décrits. Et voilà, c'est ce qu'on attend aussi parfois du cinéma, c'est qu'on soit dans l'émotion et ça soit fort et on ressorte. Tout à fait, mais les critiques qui avaient été mises, c'était assez convenu. C'était assez convenu le schéma. C'est sûr, c'est pas le meilleur Audiard. Le mec, le pauvre gars de la rue qui va, qui rencontre la. Moi, je trouvais il allie bien tout ça et voilà, ça fait un film fort et ça fait du bien aussi de se prendre une bonne droite et voilà. Et Marion Cotillard est vraiment très forte. Le duo fonctionne parfaitement et voilà. Enfin, moi, c'est un film qui m'a fait vraiment pleurer. Donc, d'accord. Je vais vous donner le choix de Chloé puisqu'elle avait choisi en 3e position Killer Joe. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure et c'est vrai que Friedkin, on pensait que du bien et qu'on peut que vous conseiller en fait ce film. On va continuer tout de suite parce que l'heure avance et c'est vrai qu'en plus on doit parler de nos films avec Jackie. En 2e position, tu as dit que c'était ex-aequo avec. C'est le 38 témoins de Lucas Belvaux. Qui est longtemps resté premier. Bon, j'ai presque envie de dire que vous êtes d'accord avec Chloé, puisqu'elle l'a mis aussi en 2e position. Ah bah oui, non mais 38 témoins, ouais, voilà, c'est une claque visuelle, une claque scénaristique, c'est vraiment, ça marque. C'est une leçon de cinéma, je trouve. La scène de fin était vraiment une leçon de cinéma de la part de Lucas Belvaux. Le film est puissant et c'est une pure œuvre cinématographique et c'est vrai que ça fait partie de mes petites claques de l'an dernier. Il n'y a pas eu beaucoup de claques, mais au moins celle-là je la retiens et le film. Sinon tu serais KO. Hein. Il a filmé Le Havre vraiment d'une manière vraiment voilà. C'est vrai qu'il a presque rendu ça beau, alors que Le Havre. Ouais, voilà, il a rendu ça beau et non mais tout. Là c'est vraiment un très très bon film et il faut le voir quoi. Il faut vraiment le voir. Il est sorti en DVD. J'ai apprécié le film pour l'avoir vu. J'ai apprécié le film, mais pour autant c'est vrai que j'ai pas eu la même claque que vous. En tout cas, j'ai apprécié le film, mais pour autant, je l'aurais pas mis en fait top 5. Et donc roulement de tambour, puisqu'on arrive déjà en fait à la première position. Le premier, oui, mais je l'ai dit. Bon, pour moi, c'est Tabou de Miguel Gomez. Voilà, c'est grâce à Télérama où moi j'ai pu changer un petit peu mon top, on va dire entre guillemets. Mais effectivement, mais là Tabou, là, il prend tout quoi. Enfin, voilà, c'est. D'accord. Moi, je dis qu'il faut le voir. C'est un film. Il faut un petit peu passer effectivement
première partie, mais dès qu'on a passé ça, voilà quoi, c'est beau, c'est voilà, je dis toujours les mêmes arguments, mais c'est les films qui m'ont le plus parlé en fait au final. Donc, on sent que ça t'a vraiment touché. Ouais, ça m'a vraiment touché. Bah écoute, pour Chloé, son top, on va dire son top du top pour l'année 2012, c'est Quelques heures de printemps. Ouais. Voilà, Quelques heures de printemps. Je l'ai mis aussi. Tu as mis aussi. D'accord. Bah très rapidement pour le top flop, je vais vous dire ce qu'avait aussi, parce qu'elle a choisi 3 dans le top flop. Elle avait mis Cosmopolis, Le Capital et puis Taken 2. Oui. Parce qu'au début j'avais très mal lu et en fait j'ai vu numéro 1 Taken 2 et j'avais pas vu qu'elle avait mis aussi le flop. Taken 2. Ah bah oui, elle n'avait pas mis dans le flop, j'ai eu peur à quelques-uns, je pense qu'elle se moquait. Ça l'a marqué. Donc voilà, Cosmopolis, c'est vrai qu'on en a parlé, tout le monde a été d'accord pour dire que Cosmopolis était un gros ratage. Déjà Dangerous Method, le Cronenberg sorti la même année, c'était pas exceptionnel. Ah ouais, Dangerous Method, c'était pas exceptionnel. Bon, il y avait quand même des bons acteurs alors je sais pas si là Robert Pattinson a été à la hauteur, entre guillemets. Dangerous Method, il y avait 2 surtout bons acteurs qui pouvaient encore donner l'illusion peut-être, mais là je suis pas sûr que moi je fais mon flop là. Oui. Eh ben moi c'est non, pas le premier, le troisième, donc c'est À perdre la raison de Joachim Lafosse. Voilà, alors là entre mon premier et le 3 et celui-là, voilà, entre Tabou et celui-là, il y a un gros fossé, c'est-à-dire que ça on donne de l'argent à ce genre de film, À perdre la raison, on se demande pourquoi on lui en donne, tellement que c'est super mal foutu, c'est dans le cliché du film indépendant, en plus c'est belge si je me trompe pas, enfin c'est franco-belge, et là c'est vraiment mauvais de chez mauvais, on rigole tellement que c'est pathétique, c'est voilà, et ça c'est vraiment le film vraiment que moi je bannis et que normalement on devrait même pas donner de l'argent à ça. Voilà, donc ça c'est bannissement complet. Deuxième, Prometheus de Ridley Scott, la déception totale de l'année 2012. Voilà, c'est une attente peut-être un peu trop grande, effectivement, qui m'a peut-être un peu. Déception, pas un flop quand même. Ouais, il y a des qualités. Je dis pas le contraire. Visuellement, il y a des qualités, mais après non, c'est pas bon. J'en parlais tout à l'heure. Non, mais pour moi, c'est Prometheus. Non, c'est pas ça. Quoi. Non, mais voilà. Il y a une différence entre, comme tu dis, déception et un flop. Mais là, on n'est pas quand même une déception, c'est-à-dire que c'est pas le film. Bon, je vais un peu spoiler. Il y a un autre film que j'ai mis dans mes déceptions, et là, c'est clairement une déception parce que le film n'est pas à la hauteur de ce qu'aurait pu être et de nos attentes. Je suis d'accord. Mais là, quand tu regardes le scénario avec tout ce qu'on a évoqué, avec les incohérences scénaristiques, les personnages totalement débiles, là, tu dis non, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, voilà. Non, là, c'est pas une déception, c'est vraiment un flop. Non, mais une déception dans le sens où on attendait quand même le film. Mais limite, quand je vais parler de l'autre film que j'ai mis dans les déceptions, les flops, limite, si tu regardes, il y a finalement au niveau du scénario, tu pourrais te dire oui, ça aurait pu passer, ou il y a une alchimie qui s'est pas passée, ou il y a très peu à redire. Moi, sur le film que j'ai sélectionné dans les flops, dans les grosses déceptions, on pourrait dire ouais, en fait, je peux pointer quelques trucs, mais pour autant, j'ai pas envie de dire que c'est des maladresses, à part des petits trucs en particulier. Mais là, le film m'a promis, c'est que des maladresses et du foutage de gueule entre les réactions des personnages, entre les scénarios, entre les incohérences scénaristiques. Non, mais là, la totalité du film est du foutage de gueule. Donc là, c'est là sur Prometheus. Et mon premier, c'est encore plus du foutage de gueule que Prometheus. C'est le foutage de gueule, c'est le mec, il faut qu'il arrête de réaliser, et c'est le Dark Shadows de Tim Burton qui est pour moi du gros foutage de gueule, mais vraiment pire que Prometheus. C'est t'es méchant parce qu'on peut tempérer quand même avec Frankenweenie. Non, mais après moi je l'ai pas mis Frankenweenie. Ah ouais, d'accord. J'ai dit Dark Shadows. Dark Shadows. Non, tu dis voilà quelqu'un qui doit arrêter de faire du cinéma. Non, je pense que si. Un petit peu méchant quand même. Oui, là c'est méchant. Non. C'est juste. Je veux dire, il y a quand même dans un film minime, dans un film minime de Burton, il y a plus de choses que chez un Tarantino. Excuse-moi, j'ai une obsession sur Tarantino, mais je préfère encore ce que fait Burton. Au moins, il y a un univers. Jackie, en ce moment, c'est fait une obsession. Ouais, je pars en croisade contre. Moi, je pars en croisade contre Burton. Alors, il est 21h59 et 30 secondes. Ça veut dire qu'on a très peu de temps pour nous faire. Allez, top flop et top. Le top d'abord. Bah oui, le top. Bon, Skyfall, ça c'est évident. Beaucoup de plaisir. Pour l'audace qu'il a eu c'était pas évident de te prendre au niveau de la mise en scène, essayer d'imposer on va pas dire qu'il a transféré son style dans la mise en scène, mais il y a vraiment. Il a porté sa patte et il a réussi à. Sa patte, oui, mais pas forcément au niveau visuel, parce qu'est-ce qu'il y a un style visuel au niveau Sam Mendes? Non, mais je veux dire, il a rempli le cahier des charges, mais il a fait quelque chose. En apportant une touche personnelle, voilà. Oui, alors Quelques heures de printemps, oui, c'était un petit peu le pendant. Il y avait 2 films qui étaient sortis un petit peu à un mois d'intervalle, je crois, avec Amour, et c'est vrai que c'était un film d'une force. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas
J'ai pas reçu un film comme ça avec une telle violence. Il y a des moments, ça repose énormément sur effectivement la relation entre la mère et son fils, donc incarné par Vincent Lindon, qui est vraiment extraordinaire, et surtout ça vaut pour Hélène Vincent, qui est aussi une actrice fabuleuse. La séquence dans la cuisine, elle est d'une violence. Ça fait longtemps que et puis c'est un sujet qui était pas évident. Il a eu l'audace il est pas tombé dans les pièges. Dans lesquels il pouvait tomber pour traiter de ce sujet-là, et vraiment c'est un film vraiment qui marque, et je trouve émotionnellement fort, beaucoup plus que Amour peut-être. D'accord. Un petit peu léger, beaucoup aimé. Connaissant un petit peu Simone Nomilowski, m'a surpris, quoi. J'aimais pas particulièrement ce qu'elle faisait auparavant, mais là je trouve il y avait une certaine fraîcheur qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans le cinéma français au niveau de la comédie. C'était sans prétention. Il y avait peut-être une thématique il y avait des trucs assez éculés, mais je trouve que ça fonctionnait bien. Elle s'appelle Ruby. J'ai bien aimé aussi cette comédie-là. Oui, il était très bon. Le deuxième film du duo de Little Miss Sunshine. Ouais, moi je l'ai mis parce que je sais pas, j'avais peut-être cette année besoin de légèreté. J'ai apprécié les films de légèreté. Et moi ça reste un bon souvenir. Ça fonctionne très bien. Et alors en premier, s'il y avait eu un top 10, moi je il aurait été mis dedans. Et j'ai mis un film d'animation qui est un film de The Plague Dogs. Ah oui. Moi qui je suis allé le voir 2 fois, et ça m'a vraiment déjà film anglais du début de 82 avec William Hurt, non, John Hurt pour la voix de Martin Rossel, avec l'histoire de ces chiens qui s'évadent d'un sorte de laboratoire, et en fait voilà, bon, on racontera pas le film, mais à voir absolument, c'est vraiment très très prenant comme film. Bah, moi très rapidement, ce qui est déjà 22h02, on a la bourre, et je pense que l'équipe de Cosmic Trash a déjà commencé à se mettre en place. Moi j'ai vraiment, quand j'ai réfléchi, j'ai eu beaucoup de mal en fait à mettre en fait à un ordre, surtout qu'ils étaient vraiment dans des domaines différents. Donc moi j'ai plutôt mis par registre. Donc un peu à la fois, bon, on va dire dans un film un peu politique, plutôt documentaire. Moi j'ai sélectionné Les Nouveaux Chiens de Garde que j'avais beaucoup apprécié, même si certains diront que ça brosse dans le sens du poil ceux qui partagent un peu ces mêmes idées, mais mine de rien ça remet pas mal de choses au niveau de ce documentaire, dont Les Nouveaux Chiens de Garde, qui parlait un petit peu, on va dire, des liens un peu étroits entre les journalistes et les hommes politiques, et surtout au niveau français, dans une plutôt cinéma un peu formel de la réalisation. Voilà, moi j'avais mis La Taupe et la Margin Call, parce que je trouvais qu'en fait La Taupe, j'ai hésité à le mettre, qui est pas un film extraordinaire, mais il est tellement bien servi au niveau formel, il est tellement bien qu'on s'est totalement embarqué sur ce film, on va dire d'espionnage typique années 60, et qui est un peu qui reste atypique. Mais oui, en plus c'est parce qu'il a la forme un peu des films d'époque des années 60, et il y a tellement de bons acteurs, et le scénario est tiré d'un roman, mais il n'est pas extraordinaire, mais il est fonctionnel, et on se laisse totalement embarquer par ce film, et on dirait au niveau formel, et c'est un peu Margin Call, c'est un peu pareil. On apprend quand même des petites choses, mais au niveau formel c'est tellement bien fait, et surtout ça met tellement bien en scène quelque chose, justement la façon dont ça dépasse au niveau humain en fait la crise, et comment les gens perdent pied, que moi j'avais retenu en fait ces films là. Dans les premiers films, 2 films j'ai retenu dans les premiers films. Il y avait Chronicle, qui était un premier film, et qui traitait le super-héros, et que je trouve que pour un premier film il était largement au-dessus de beaucoup de films de super-héros, et même de films fantastiques, et même de blockbusters qui avaient des budgets beaucoup plus conséquents, et franchement ce réalisateur, ce qu'il réussit à faire, moi ce que je retiendrai toujours, c'est cette séquence de vol avec c'est la première fois que je vois une séquence de vol de quelqu'un, on verra le prochain Superman de Zack Snyder, mais qui est aussi bien faite. Il y a quelque chose, c'est vraiment super bien fait, c'est intelligent, et il va très loin dans l'idée en fait du développement de, et si des adolescents, des gens étaient à gagner en fait, étaient dotés de super pouvoirs, qu'est-ce qui arriverait? Et vraiment là, au niveau, même si ça va pas très loin dans l'aspect psychologique, on est quand même beaucoup plus proche de la réalité que d'autres films qui traitent un peu du même sujet. En premier film, on a plus ou moins parlé Looper, qui est aussi un premier film, parce qu'il avait fait du court-métrage auparavant. C'est pas un top 5 ça. Dans ton 5e, là, tu triches. Je triche. Parce que là, pour le coup, moi, j'aurais mis effectivement Margin Call et La Taupe pendant mon top 10. Tu vois, parce qu'à chaque fois, j'ai pu m'en détacher. Donc, Chronicle, Looper en premier film. Bon, en blockbuster, forcément, Skyfall, j'ai retenu. Puis Avengers, qui est quand même au niveau, dans son critère divertissant, était totalement au top. Dans ce qu'on lui demandait. Josh Whedon a fait un super boulot. Le meilleur film de super-héros et de divertissement, blockbuster dans le genre. Donc voilà. Et puis, pour terminer, là, je dirais pas plaisir
coupable, mais petit film qui se révèle être une très bonne surprise. Alors, je vois Jackie qui fronce les sourcils. Alors on en avait plus ou moins parlé la semaine dernière, La cabane dans les bois, justement. Je l'ai vu. Excellent. C'est un grand n'importe quoi à la fin, mais c'est génial. Qui reprend qui détourne les poncifs du genre du film de, comment on appelle ça, c'est pas un slasher movie, mais du film d'horreur un peu à Ville d'Île. Survival. Survival avec des adolescents qui se retrouvent dans une cabane dans les bois et qui sont poursuivis par des mélange des genres. Voilà, mais mélange des genres. Mais le concept c'est ça. Et Josh Whedon se lâche et casse tous les trucs. Scénariquement, il se lâche. C'est pas lui qui l'a réalisé, mais. Oui, scénaristiquement. Et c'est super drôle. Et dans un autre genre de plaisir coupable, c'était The Raid, qui a été une surprise. C'est toi qui l'as vu. Qui est en fait un film d'un réalisateur anglais. Gavin, quelque chose comme ça. Un réalisateur anglais. Gallois, pardon. Et qui est parti réaliser en fait en Thaïlande, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, c'était pas possible de le faire en Europe, parce qu'à la fois on voulait pas lui donner d'argent, et surtout, je crois qu'il trouvait pas les cinglés pour le faire. Et donc le scénario, ça tient sur même pas sur une papier de feuille à cigarette, c'est une équipe du SWAT, l'équivalent du SWAT, rentre dans un immeuble tenu par des trafiquants de drogue. Et c'est une maestria, mais à la fois la débauche parce que forcément ça va se tourner en fait, on va dire les séquences de fusillade vont ensuite tourner en séquences de bagarres à main nue. Mais c'est pas tant, on va dire, la violence, c'est pas tant une violence jubilatoire, mais c'est entre la violence un peu malsaine et surtout en fait c'est pas la violence jubilatoire comme d'autres films entre guillemets ou films d'action qu'on pourrait voir. C'est surtout en fait une esthétisme étrangement sur ce film. Moi j'ai ressenti ça, c'est que malgré les coups qui se portent, je pense que les Thaïlandais ils sont jusqu'au boutiste dans leur chorégraphie, donc on a vraiment l'impression qu'ils se frappent et je pense que quelquefois ils se frappent vraiment sans le faire exprès. D'ailleurs, quand on voit à la fin dans le générique la liste des médecins et des aides-soignants, ils sont plus que même que les cascadeurs quand même sur le film. Et donc, mais il y a en fait une beauté esthétique étrangement. Alors que je suis pas du tout fan des films d'action bourrin pour rien. En tout cas, avec des actions bourrin pour rien, mais il y a une beauté esthétique et ils arrivent à faire voler les corps dans tous les sens, parce qu'ils pratiquent les arts martiaux, avoir des arts martiaux. Et pour autant, à un certain moment, on est sidéré par la violence qui sont portés des coups. Mais encore une fois, c'est pas jubilatoire. On est partagé entre la chorégraphie et l'effroi en fait de certaines scènes, voilà. Et pour autant, ça reste un plaisir coupable puisqu'en sortant du film, on se dit le film a été The Raid R-A-I-D, pas The Raid R-E-D. Parce que moi j'avais compris Raid au départ. Le Raid, je vois ce que c'est. Non, The Raid, c'est un film qui va connaître une suite prochainement. Très vite, top daube quand même. Oui, donc grosse déception. Le pendant de Margin Call, le film très bon sur la crise. Il y avait le Capital de Costa Gavras parce que Gad Elmaleh pas à sa place, pas crédible. Le sujet, il enfonce des portes déjà qui sont ouvertes, quoi. Donc les banquiers c'est des salauds et que ça n'a aucun intérêt. Lady Vegas, Tim avec Bruce Willis, d'un ennui confondant. Il se passe rien. Extrêmement fort et incroyablement ennuyeux, ça aussi d'un chiant. Encore plus chiant aussi, pourtant Abbas Kiarostami, je sais pas ce qu'il est parti tourner là-bas au Japon, Like Somebody in Love, ça aussi très soporifique. Et pour le côté assez risible, Les Neiges du Kilimandjaro de Guédiguian. Et je sais pas pourquoi, une séquence, je crois qu'on l'a vu ensemble, une séquence qui aura marqué 2012, qui est quand même très drôle. Le film, bon, il est sympathique, c'est quand même The Rock. Avec les séquences de ça, avec ses pectoraux là. C'était le voyage au centre de la Terre. Je sais pas, ça m'est revenu. Oui, c'est vrai que c'était bien ridicule. J'aurais presque pu le mettre, mais moi justement, tu m'as reproché finalement beaucoup d'avoir pris plus que la normale sur le top 5. Mais en fait, c'est parce que j'ai compensé sur le top 5 de top flop, parce qu'en fait, j'en ai gardé que 2. J'aurais presque pu mettre Voyage au centre de la Terre, qui était extrêmement C'était sans prétention. C'était sans prétention. C'est pas comme un film de Capital qui a des prétentions intellectuelles. C'est dans le cahier des charges. Non, moi les deux films que j'ai retenus, c'était forcément Prometheus, dont on a parlé tout à l'heure, et le film que je disais tout à l'heure qui n'est pas du foutage de gueule, mais qui est une grosse déception, c'est le Dark Knight Rises, qui est vraiment quand même une grosse déception. On peut pas lui donner de critiques en disant là il a totalement merdé machin scénaristiquement. Non, ça tient la route. Ça tient la route, mais c'est juste que on sort du film, on fait tout ça pour ça quoi. Et ça conclut. Et pour moi je trouve que ça conclut très mal en fait. Il a eu la pression, je pense qu'il a été attendu et je crois qu'il c'est peut-être un peu trop anticipé. Voilà. Bon écoutez, il est 22h09. Je voudrais pas trop faire tarder l'équipe de Cosmic Trash. À la limite, peut-être jeter un coup d'œil, on sait jamais. Ça nous permettrait peut-être de conclure de manière moins speed s'ils sont pas encore arrivés. Sinon, s'ils sont là, on va accélérer le mouvement. Bon, a priori, ils ne sont pas là, donc on va pouvoir conclure plus gentiment. Et donc, peut-être regarder
peut-être regarder dans les programmes. Oui, tu veux faire. Parce qu'on aurait zappé le café. Allez, bon, mais de toute façon, non, mais je vais faire le luxe parce que moi je me souviens de ce que c'est. C'est une soirée qui va plaire c'est une nuit plutôt qui va plaire à Jackie. Ouais, j'ai déjà réservé les places. Night, l'intégrale. Non, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée de revoir au moins ces 3 premiers, de les voir ou de les revoir. En plus, sur grand écran, ça peut être sympa. Donc, en fait, c'est l'intégrale de Tarantino pendant toute une nuit au Luxe. Donc, c'est ce vendredi 25 janvier à partir de 19h. Donc, voilà, en gros, il y a les 3 salles. C'est, voilà, ça navigue. Il rediffuse vraiment tout. Oui, il rediffuse vraiment tout. Donc, ça va de Reservoir Dogs, Django Unchained, évidemment, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill volume 1 et 2. Inglourious Basterds et même Boulevard de la Mort. Voilà, donc il y a plusieurs, il faut bien regarder dans le programme du luxe, il y a plusieurs il y a 2 horaires pour certains parce que c'est vraiment les 3 salles qui sont mis qui sont mis ensemble. Donc une sélection. On pourrait pas tout voir, mais il faut faire une sélection. Alors tu peux pas tout voir, mais tu peux faire ta propre petite programmation, ce qui est plutôt sympathique. Bon après il faut voir au niveau de la durée des films parfois si ça tient bien. Et voilà, donc je trouve ça sympa pour une nuit. Bon après c'est assez costaud je pense, mais et puis pour moi rapidement. Juste ce que je conseille à voir, c'est Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown évidemment. Enfin Kill Bill. Les trois premiers intéressants quoi. Voilà. Les vraiment intéressants c'est ces 3 là. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez les voir. Voilà. Et donc après j'ai pas vu le reste. Moi je me souvenais surtout de ça. Je pense que c'est quand même la prochaine soirée à retenir. Ça sera sur le créneau de notre émission, lundi 29 janvier. Donc si vous avez le don de vous dédoubler, vous écoutez, et puis voilà le grand retournement. Avec en présence du réalisateur Gérard Mordillat. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un texte de littérature, un texte classique, c'est ça, de tragédie classique qui est adapté, qui est transposé de nos jours et qui marche sur la symbolique. Ça parle de la crise en fait. Oui, c'est ça, non c'est écrit entre autres par Frédéric Lordon, qui est cet économiste qui fait partie je crois des économistes atterrés, mais en tout cas qui fait partie de cette nouvelle veine d'économistes un peu, voilà, qui sont un peu en marge de ce que pense la majorité. Et donc voilà, et je pense on aura l'occasion d'en reparler parce que moi j'ai envie de le voir et ça m'intéresse. Et nous on a reçu un petit message sur le mail, donc d'une personne en fait, d'une association des travailleurs indochinois, je crois, qui m'a dit j'espère que vous parlerez du film Kong Bin, la longue nuit indochinoise, où il va y avoir une soirée, donc c'est pas tout de suite, mais on en reparlera. Mais bon, je voulais quand même en parler au moins ce soir parce que la personne nous a quand même envoyé un petit message. Voilà, donc c'est le film de Lameley et donc le Café des Images le 11 février à 20h va organiser une soirée avec la rencontre du réalisateur et le journaliste Pierre Dom, et ça sera animé par Emmanuel Thiebaud, donc qui est un historien à l'issue du film. Donc n'hésitez pas à réserver vos places directement en caisse du Café des Images. Et voilà, donc ça peut être intéressant parce que le Café des Images va aussi le diffuser, le film, lors de sa sortie le 30 janvier. D'accord, bah écoutez, merci pour ces informations. On est vraiment à la bourre, et même si l'équipe de Cosmic Trash, on avait décidé cette année d'essayer de finir à l'heure, donc c'est avec quelques minutes quand même de retard. Mais s'ils sont pas là, ça va. Oui, mais même pour nous, et puis pour les éditeurs, parce qu'ils ont peut-être aussi à un certain moment envie de faire autre chose et pas nous écouter toute la soirée. Donc voilà, donc comme ça, à 22h et quelques, ils peuvent passer à autre chose. En tout cas, on n'a pas parlé de Pi, mais bon, encore une fois, on l'a dit à l'émission. Mais allez le voir, absolument, je pense. Ang-lee, même pour ceux qui n'aiment pas Ang-lee, mais ne serait-ce que pour la beauté de l'image et pour l'histoire, et vous comprendrez un peu mieux à la fin du film pourquoi. Donc voilà, donc à voir absolument, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Et puis, écoutez, d'ici là, allez voir aussi d'autres films. On aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. On finit avec un dernier morceau extrait de la BO de Zimmer, la 9, je sais pas ce que ça va. Allez, ça va être une BO qui va durer 1 minute 05. C'est très court, mais ça permettra de faire la transition. Merci Jackie, merci Florent. Merci, on devrait retrouver Chloé la semaine prochaine. Restez à l'écoute du 666. L'équipe de Cosmic Trash devrait peut-être arriver parce que j'ai pas reçu de message, donc je pense qu'il devrait pas tarder. Et sinon, restez à l'écoute des programmes du 666. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Bye bye.